Bonjour à tous, bienvenue sur RTI 1, bienvenue dans le 13h. C'est ce samedi que le district des Savanes rend hommage au président Alassane Ouattara. Lieu de la cérémonie, le magnifique stade olympique de la ville, en présence de toutes les couches de la population. Dès l'entame de la cérémonie, le vice-président de la République a tenu à saluer la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Hier, à Kigali, en marge du CEO Forum, 4 chefs de gouvernement, dont Robert Mambé-Begré, ont animé un panel de haut niveau, une plateforme de partage d'expériences, l'essence même du CEO Forum qui réunit dans plusieurs pays africains des chefs d'entreprise et des autorités politiques sur des thématiques avant-gardistes et porteuses de développement. Au Rwanda, pour la période électorale, le dépôt des candidatures pour les législatives et la présidentielle est ouvert depuis hier vendredi et jusqu'au 30 mai à la commission électorale. Dès hier vendredi matin, le chef de l'État Paul Kagame, investi par son parti, est lui-même venu déposer son dossier de candidature à sa réélection. Today is the D-Day, c'est le jour J pour le district des Savanes. C'est ce samedi que les régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo rendent un grand hommage au président de la République pour l'ensemble des réalisations initiées dans cette zone du nord de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui bat son plein depuis ce matin et au cours de laquelle Thiebo Comélié-Koné a salué la mémoire de feu Amadou Gon Coulibaly. À Korogo, Sidonie Davila. 4 ans se sont écoulés depuis le décès d'Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet 2020. Mais son absence continue de susciter une profonde émotion. Ce samedi à Korogo, la mémoire de l'ex-premier ministre du président Alassane Ouattara est honorée. Le vice-président arrivé à Korogo est accueilli. Après les honneurs militaires, Thiebo Comélié-Koné prend la direction du caveau familial d'Amadou Gon Coulibaly. Accompagné d'une forte délégation, composé des membres du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Également présents sur les lieux, les présidents d'institutions ainsi que la grande famille d'Amadou Gon Coulibaly. Le vice-président, le visage empreint de respect, le temps d'un hommage pour saluer la mémoire d'AGC, se dirige vers la dernière demeure du fidèle compagnon d'Alassane Ouattara pour y poser une gerbe de fleurs, symbole de la reconnaissance de la nation pour l'œuvre accomplie par ce grand serviteur de l'État. Avant donc la cérémonie proprement dite, vous l'avez vu, le vice-président s'est rendu au caveau d'AGC et c'était aussi le moment choisi, c'est aussi le moment choisi par les autorités pour ouvrir officiellement le tout nouvel aéroport international de Korogo, doté d'infrastructures modernes. Cet événement tant attendu par la population s'est déroulé en présence de nombreuses personnalités et du vice-président Thiebo Comélié-Koné. L'aéroport de Korogo compte désormais parmi les grandes œuvres du président Alassane Ouattara dans la région du Poro. Son action qui marque bien entendu une étape majeure dans le développement économique et social de la région. Ces images nous sont rapportées par Sidonie Davila et Richard Vao. Selon les populations, les réalisations du chef de l'État dans le district des Savanes sont légion et selon elles, la reconnaissance étant la mémoire du cœur. Cette célébration du président de la République est bien méritée. Au micro de Mahama Traoré et Lamine Dramé, tour d'horizon de quelques réactions. Le rond-point central de Korogo donne le ton. Deux géantes affiches annoncent la tenue d'un meeting d'hommage au président de la République Alassane Ouattara ce samedi 18 mai au stade Amadou Gon Coulibaly. Les régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo, formant le district des Savanes, décident de témoigner leur reconnaissance au chef de l'État, celui dont la gouvernance aura permis aux localités du district des Savanes de connaître des progrès ces dernières années. Pour preuve, des travaux sont actuellement en cours pour doter Korogo d'un boulevard de traversée en 2 fois 2 voies. L'histoire retient également que la cité du Poro était l'une des villes hôtes de la récente Coupe d'Afrique des Nations de football organisée en Côte d'Ivoire. Je vais aller au stade par rapport à ce qui s'est passé à Korogo ici. Là. Vraiment, il a bien rangé Korogo. Korogo est zo comme ça. Partout où tu rentres là, non, c'est propre. Moi, je suis chauffeur.
Quand tu prends la route seulement, tu es content. Ouais. Et puis il y a la lumière partout. Korogo a vraiment changé. Il y a plein de choses, quand on est né, on n'avait pas vu. On avait vu les bitumages un peu coupés. La route était rouge. Tu ne pouvais même pas porter blanc pour faire la journée avec. Mais au temps d'aujourd'hui, vraiment, tout est bitumé. Et puis aussi, tu rentres même dans un petit campement où il y a 2-3 cabanes, il y a la lumière. Moi, je suis fait le prudent parce qu'il travaille beaucoup. Il fait le goudron, c'est nous ici. Et puis il est mis courant. Voilà, donc c'est dans ça, moi j'ai fait beaucoup. Waouh, ce qu'il a fait, il a fait tellement de choses, je ne sais pas par quoi commencer. Bon, en tout cas, quand vous voyez même le Korogo, déjà même là, le développement qu'il y a eu à Korogo, d'abord, il y a de quoi le remercier. Et puis quand vous rentrez, il y a le stade, il y a les voies, il y a le courant. Même dans toutes les petites localités aujourd'hui, là, il n'y a pas... Comme près de 98 comme ça, de petits villages à courant. Hein. Donc tout le monde est satisfait de ces actions. Il y a la canne qui a pu quand même regrouper tout le monde. Et puis quand vous regardez le 4e pont là même, là, ça couvre tout encore. L'appel à la mobilisation des élus et cadres trouve un écho favorable auprès des populations du district des Savanes. Le stade Amadou Gon Coulibaly lui semble déjà prêt pour accueillir les milliers de personnes attendues. Les organisateurs ont même prévu des écrans géants et des sièges hors du stade, question de permettre à tous les manifestants de vivre ce moment historique. Et voilà pour le chapitre Korogo. On va s'envoler pour Kigali au Rwanda où hier, en marge du 11e CEO Forum, 4 chefs de gouvernement ont pris part à un panel de haut niveau qui avait pour thème la création d'un environnement des affaires de classe mondiale. Ce sont Robert Mambebegré, le Premier ministre ivoirien, Edouard Njirente du Rwanda, Patrice Trovoada de Sao Tomé et Principe et Uriba de la République de Guinée. Une occasion pour le Premier ministre Mambé de présenter à l'auditoire le bel environnement des affaires qui prévaut en Côte d'Ivoire. Depuis Kigali, le témoignage de Franck Quadio et Adama Kéré. S'il y a des choses à corriger, on peut les corriger. Créer un environnement des affaires de classe mondiale ou comment implémenter positivement sa stratégie de gouvernance publique au bénéfice des populations. 4 pays représentés au haut niveau partagent leurs expériences. La Côte d'Ivoire, la République de Guinée, le Rwanda et Sao Tomé, principaux animateurs de ce panel. Des réformes d'abord, du point de vue juridique, on a revu beaucoup de textes légaux, y compris même le code des investissements. Et on voulait que ce code soit vraiment favorable aux investisseurs rwandais et étrangers. Et ce que le Rwanda préconise et met en place n'est pas très différent de ce que nous préconisons. Il faut, c'est avoir de la constance dans les réformes, le courage politique, et il faut s'inscrire dans la durée. Pour sa part, Robert Begré-Mambi précise l'intérêt croissant de son gouvernement pour le renforcement du partenariat public-privé. Cadre de ce que nous appelons le plan national de développement 2021-2025, nous avons réussi à faire mobiliser près de 54% des investissements que nous attendions du secteur privé. Pour ce qui concerne la perspective de 2030, le rôle du secteur privé sera renforcé. Nous comptons mettre sur le marché au moins 8 millions d'emplois et donner la capacité au secteur privé d'instaurer son dynamisme et de conduire à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Question cruciale. La zone de libre-échange et le décryptage de l'impact du dispositif sur la coopération régionale. Les intervenants notent leur satisfaction. Le Premier ministre ivoirien suggère cependant quelques paradigmes novateurs. La première condition, c'est la compétitivité de nos industries et de notre économie. Pour que nos produits qui seront exposés, qui seront mis sur le marché, soient des produits attractifs. La deuxième condition, c'est la communication entre les différents pays. Donc, il nous faut développer les infrastructures routières et les infrastructures de communication aérienne. Ensuite, l'autre des conditions, c'est la convergence des critères de nos économies. Si nous avons une trop grande disparité dans nos économies, la zone de libre-échange ne va pas permettre aux Africains de tirer le bénéfice auquel nous expose cette possibilité qui nous est largement offerte par la nature.
Les premiers ministres Uriba de la République de Guinée, Edouard Ngirente du Rwanda, Patrick Emery Trovoada de Sao Tomé et Principe et Robert Begremambé ont aussi abordé les questions des agences de notation puis les perspectives d'ici à 10 ans. Un passage réussi et l'exercice initié par Afrique Media Group sera certainement réédité au prochain Africa CEO Forum. On rentre à Abidjan et on en vient maintenant au projet Appui à l'écosystème des startups. C'est une initiative du PC7, un projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Une initiative donc qui a été lancée cette semaine en présence de nombreux acteurs de l'écosystème entrepreneurial ivoirien et de nos reporters Christ-Ephraïm Diomandé et Léon Brokwame. Informer les secteurs publics et privés sur les possibilités de financement offertes par le sous-projet Appui à l'écosystème des startups. Voilà qui mobilise autour de la même table le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, en abrégé PCCET, des entrepreneurs et autres porteurs de projets. Au nombre des questions examinées, l'écosystème des startups, les politiques publiques d'accompagnement des startups, des échanges à la lumière du programme Côte d'Ivoire solidaire 2021-2025 et du plan stratégique Côte d'Ivoire 2023 du président Alassane Ouattara. L'appui aux startups fait suite à notre première activité qui avait consisté à créer CDCCI Capital, qui est un fonds d'investissement qui investit dans les startups à différentes phases de leur vie. Aujourd'hui, nous avons souhaité apporter un appui supplémentaire à travers ce que nous avons appelé l'initiative d'appui à l'écosystème des startups. Ils accompagnent la Côte d'Ivoire dans la transformation de son économie. Des partenaires au développement dont la Banque mondiale finance le sous-projet Appui à l'écosystème des startups. 200 millions de dollars. Ce projet a permis la création d'une facilité d'investissement à long terme de 70 millions de dollars à travers CDCCI Capital pour permettre l'octroi de fonds d'amorçage. L'objectif, c'est de faire de l'écosystème start-up ivoirien un écosystème qui soit aux meilleurs standards internationaux et pour permettre aux entrepreneurs ivoiriens de développer leurs start-up. Pour les participants, cette table ronde est une satisfaction. On accompagne justement des porteurs de projets à pouvoir créer cette valeur à la part de la formation, par des mises en relation avec des partenaires commerciaux, par des mises en relation avec des institutions de l'État. Le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique prévoit de financer la création de start-up innovantes à forte croissance. Gagnoa aura bientôt sa maison des chefs traditionnels. Gagnoa, c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire et Miss Belmondo Dogo y était cette semaine pour la pose de la première pierre du bâtiment. Selon la ministre, cette maison sera un centre multiethnique de médiation et d'arbitrage des conflits entre communautés. Les précisions de Godefroy Okambawa. La construction d'une maison des chefs traditionnels est l'expression de l'engagement du gouvernement à ériger la paix au rang des priorités en termes de réconciliation nationale. Ces centres appelés maisons des chefs visent à soutenir les missions des chefs traditionnels telles que la valorisation des us et coutumes et le règlement pacifique des conflits dans les villages et entre communautés. Cette action ne peut prendre corps si le président de la République lui-même n'y appose son cachet. Aussi, voudrais-je, au nom des chefs du département de Gagnoa, remercier solennellement le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui, en réalité, offre cette maison aux chefs à travers vous. En procédant à la pose de la première pierre de la future maison des chefs traditionnels de Gagnoa, la ministre de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté exhorte les garants de la tradition à s'impliquer dans la réalisation de cette infrastructure et surtout s'engager dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Ces infrastructures constituent une opportunité pour la chefferie traditionnelle de disposer d'un espace destiné à la promotion du savoir-faire local en matière de justice traditionnelle qui a toujours prévalu et fait ses preuves dans le renforcement de la cohésion. C'est le lieu pour moi de vous inviter à vous impliquer pleinement dans la réalisation de cette infrastructure afin de garantir
la conduite à bonne fin du projet. La future maison des chefs sera construite sur une superficie de 1200 m² et comportera 4 bâtiments, dont un pour la médiation et l'arbitrage, un pour l'administration et les 2 autres au réfectoire et au logement de la chefferie. On va démarrer le chapitre santé de cette édition à Kononfla et avec cette question, comment permettre à toutes les couches sociales de la localité de bénéficier de consultations médicales sans débourser de l'argent. La mutuelle de développement est en train de le réussir. Elle vient de lancer une campagne totalement gratuite avec le soutien d'Epiphane Zorobalo, fils de la région. Carmel Dia, de retour de Kononfla. Soins médicaux et séances de consultation gratuites à Kononfla. Des examens ophtalmologiques en passant par des prises de poids et de tension artérielle. Les populations dans toutes leurs composantes n'ont pas voulu rater cette occasion de se faire consulter sans débourser un sou. Depuis avant-hier, la dame sous-préfet nous informait qu'il y aurait un groupe de santé ici à Kononfla. C'est pourquoi je me suis dépêché pour venir voir ce qui ne va pas dans mon corps. Organisée par la mutuelle de développement de Kononfla, cette initiative est soutenue par des spécialistes iraniens en partenariat avec la Croix-Rouge. Nous sommes très heureux de développer nos activités, nos services. 4 de nos activités, nous sommes heureux de nous rendre au village Kononfla pendant 2 jours pour les consultations gratuites au service de la population. Une action encouragée et saluée par les cadres de cette localité. Parrain de cet événement caritatif, Epiphane Zorobalo n'a pas hésité à prendre les devants de cette sensibilisation. Il s'agit de santé et vous savez que la santé est une priorité publique. Et nous saluons l'initiative du Croissant Rouge iranien en collaboration avec la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, initiative visant à donner des soins médicaux gratuits à nos populations au niveau de Kononfla. Les patients pourront donc connaître leur statut de santé à travers plusieurs examens afin de connaître la pathologie dont ils souffrent. La Fondation Houphouët Mamie Fété, de son côté, en partenariat bien entendu avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a organisé mercredi dernier au CHU d'Angré la journée internationale de la méthode kangourou. Quelle est cette méthode et à quoi sert-elle? Élément de réponse avec Sarah Tiéméné, Sephora Zegui et Husser Bli. Le principe consiste à mettre le bébé prématuré contre son torse. Appelée méthode kangourou, elle vient en complément de la couveuse dans les hôpitaux. Marie-Josée, sage-femme, à l'unité de soins mère kangourou du CHU de Treichville, instruit quelques mamans sur ce procédé. Illustration à l'appui. Et je vais dans le dos faire monter les fontaines. Au sein du CHU de Treichville, nous avons mis véritablement la méthode sur pied en février 2019. Et je vous rassure que la méthode marche à 99%. Donc le microbiote de la mère qui a de bonnes bactéries va coloniser celui de l'enfant et cela va par ricochet permettre à ce nouveau-né-là d'être protégé contre les infections et en milieu hospitalier contre les infections, comme on dit, nosocomiales. Chaque année dans le monde, une date est consacrée à la promotion de ce mode d'emploi. En Côte d'Ivoire, la Fondation Mamie Houphouët Fété célèbre cette journée autour du thème « Un enfant prématuré, un avenir, une vie, c'est possible ». Un enfant qui naît avec beaucoup d'amour est susceptible également aussi de rendre beaucoup d'amour. Et dans notre communauté humaine, nous avons besoin également d'avoir ces sensibilités pour permettre également de favoriser la cohésion dans nos sociétés. Du côté de certaines mères, c'est une méthode connue. Elle loue les avantages de cette pratique et exhorte à son utilisation. J'ai fait aussi, puisque moi-même j'ai fait un enfant prématuré. En tout cas, c'est bon. Ça renforce encore les liens, l'amour maternel encore plus, puisque le bébé
Il est sur vous, partout où vous partez dans la maison, vous êtes avec lui. En tout cas, c'était bon. Mise en place en Côte d'Ivoire depuis 2019 par des fonds français et l'UNICEF, la méthode kangourou est de plus en plus utilisée. Selon la mission onusienne, entre 2019 et 2022, 2274 nouveau-nés ont survécu grâce à cette méthode sur 2391 admis dans les unités mères kangourou, soit un succès de 95%. Un atelier de renforcement des capacités des diplomates sur les indicateurs de l'OIT en matière de travail forcé et de traite des personnes s'est tenu cette semaine à Jacquesville, non loin d'Abidjan. Cette initiative est du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur en collaboration avec une ONG dénommée Vérité. Des diplomates réunis à Jacquesville se penchent sur la question du travail forcé et la traite des personnes, des fléaux qui persistent dans le monde. Ils soulignent tous la nécessité d'une formation et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la lutte contre le phénomène. Face au risque de traite et de travaux dangereux auxquels des milliers d'enfants étaient quotidiennement exposés dans l'agriculture, le commerce, le travail domestique, le transport et bien d'autres secteurs d'activité, la Côte d'Ivoire a pris des mesures urgentes et innovantes depuis 2012 à travers des plans d'action nationaux en vue de prévenir et protéger les enfants contre ces fléaux. Le projet FLIP a commencé sa mise en œuvre au Ghana il y a bientôt 4 ans, avant de s'étendre dans la Côte d'Ivoire en 2021. Il a vocation à travailler main dans la main avec les acteurs qui aspirent à un monde où le milieu du travail est débarrassé de tout abus et injustice. En Côte d'Ivoire, des progrès significatifs sont constatés en matière de traite des enfants. Des efforts sont consentis pour éliminer la traite des personnes et le travail forcé à travers le renforcement de l'arsenal juridique national et la mise en place de structures opérationnelles telles que le Comité national de lutte contre la traite des personnes, dont l'action devrait pouvoir réduire durablement ces phénomènes. Selon l'OIT, ces 10 dernières années, le taux de prévalence nationale du travail des enfants dans plusieurs secteurs d'activité économique a connu une baisse de 19,7% et dans le secteur du cacao, cette baisse est de l'ordre de 32% dans les communautés où des actions intensives de remédiation ont été menées. C'est un récit de Souleymane Doni Songou. Je vais à présent vous faire découvrir une ville, Bonon, dans la région de la Maraoué, une ville érigée récemment en chef-lieu de département. Grâce à l'État de Côte d'Ivoire, donc cette ville est en pleine mutation. Le chef de l'État, c'est lui que les populations saluent. La ville, grâce à lui, donc la ville bénéficie de plusieurs infrastructures socio-éducatives pour son en développement. On y va tout de suite avec Théodore Zozo. Bonon, région de la Maraoué. Ici, les voies interquartiers pratiquement toutes décapées. Mais les motocyclistes y roulent à vive allure, comme si le bitumage des 5 km de route venait de s'achever. Avec les piétons, tous sont fiers d'être à Bonon. Le jour où j'ai vu les catapillars gratter la route, j'étais content parce que la route n'était pas du tout bonne. Il a dit que la route précède le développement. Quand on voit tous ces travaux-là, on n'est plus au village où on a Abidjan allé là. Parce que quand tout ça va finir là, Bonon va dépasser Abidjan. Donc nous sommes très heureux. Le premier magistrat de la commune sur les chantiers. Les travaux avancent comme prévu par l'entreprise en charge de leur exécution. C'est un projet de construction et de bitumage. Donc à ce stade, nous sommes au niveau des travaux de terrassement et d'assainissement. La fin des travaux est projetée sur le mois de juillet. Il ne peut qu'être heureux. Être heureux et dire toujours merci au président Alassane Ouattara. Parce que pour moi, l'objectif premier d'un chef, c'est l'amélioration des conditions de vie de sa population. En plus des 5 km de bitume, il y a le reprofilage lourd de l'axe Bonon-Zagota. Sur le plan de la santé, l'hôpital général de Bonon est lui aussi touché par ce vent du changement. L'État a décidé de transformer en hôpital général. Et depuis lors, l'État a décidé de nous appuyer avec la construction d'un bloc opératoire. Et c'est ce chantier qui est là. Un centre de santé urbain est aussi en voie d'achèvement. Les nouveaux quartiers, surtout ceux à la périphérie de la ville, ne bénéficient pas d'adduction en eau potable. Leur seul recours, les puits.
2 forages sont donc en voie d'achèvement. En outre, plusieurs écoles sont en construction. Tous ces acquis mettent en confiance l'administrateur de cette localité, une zone essentiellement agricole. C'est la marque de l'État qui est en train de faire de Bonon, qui n'était pas un département, un vrai département, un véritable pôle administratif, donc un véritable pôle de développement. Les populations ont précédé l'administration, mais l'administration est en train de rattraper tout ça pour que ces populations-là soient dans un confort, dans un mieux-être maximal. En plus de la A6 qui donne fière allure à Bonon, tout bouge en vue d'offrir à la commune des infrastructures socio-éducatives de base. À Bonon, le développement est donc une réalité. Et parlons justement d'amélioration des conditions de vie des populations. La plateforme Côte d'Ivoire, notre centre d'intérêt, dit merci Ado. Ces milliers de jeunes filles et de jeunes gens remercient le chef de l'État à travers leur concept à titre costume. C'est un double événement qui se tiendra le 13 juillet prochain au Parc des Expositions d'Abidjan et à l'Espace Laguna. Un livre-album photo de toutes les réalisations du président Alassane Ouattara depuis 2011 et un film documentaire, témoignages, seront présentés ce 13 juillet-là. Les organisateurs l'ont annoncé récemment aux journalistes. Ce sont Constant Kokora et Didier Nguessan qui y étaient pour RTI. À titre costume, la Côte d'Ivoire dit merci Ado. Voici le titre du film documentaire de 52 minutes qui va être projeté le 13 juillet 2024 au Parc des Expositions d'Abidjan. Une production qui retrace les œuvres et actions accomplies par le président de la République, Alassane Ouattara, en faveur de la Côte d'Ivoire. Je crois que si nous lui disons merci pour ce qu'il a fait, il aura encore à faire davantage pour ce pays. Nous voulons émerger, nous voulons avancer, nous voulons que la Côte d'Ivoire grandisse davantage, nous voulons voir aussi nos enfants heureux d'ouvrir les yeux sur une belle Côte d'Ivoire. La reconnaissance ici, c'est aussi une valeur à inculquer à nos enfants. Selon les initiateurs du projet, ce documentaire témoignage est l'expression formelle d'une gratitude à l'échelle nationale. C'est de rendre un hommage national à son Excellence, Monsieur le Président de la République, toutes ses œuvres à la tête de la Côte d'Ivoire depuis 2011 jusqu'à maintenant. Nous sommes des citoyens qui vivons dans nos quartiers, dans nos villes, et nous constatons que les choses évoluent, les choses ont changé. L'environnement est plus agréable qu'avant. Donc on vient juste dire merci pour ça, de sorte à ce que ces efforts-là soient reconnus, salués. Le film sera disponible en version livre-album de 300 pages et sur support USB. Une portée sociale est également prévue en faveur des enfants vulnérables et un concert géant pour dire merci au président Alassane Ouattara. Il faut qu'on lui dise merci. Nous sommes dans la semaine du livre. Le Salon du livre bat son plein en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Culture et de la Francophonie en a profité pour offrir aux étudiants de l'INSAC une œuvre autobiographique qui retrace la vie et la carrière du styliste modéliste ivoirien Cis Saint-Moïse, œuvre intitulée Odyssée. Il s'agit pour Françoise Remarque de réaffirmer ainsi l'engagement de son département pour la formation des jeunes et leur inculquer surtout des valeurs de transmission du savoir. On en parle avec Serge Pacom Didi et Godefroy Okambawa. Le ministère de la Culture et de la Francophonie offre aux étudiants de l'UNSAC plusieurs exemplaires du livre L'Odyssée, œuvre autobiographique du créateur de mode ivoirien Cissé Saint-Moïse. L'Odyssée retrace les 30 ans de présence du styliste dans le secteur de la mode. Son enfance, ses études, l'enseignant d'histoire et géographie qu'il a été jusqu'à son choix pour la mode. C'est des mots de remerciement à l'endroit de Madame la ministre pour cet important don. C'est une œuvre donc, qui retrace des leçons de vie, qui retrace des parcours aussi difficiles, mais qui encourage également à la résilience. Un grand merci à Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie pour ce geste-là. En tant qu'artiste ou donc étudiant en art, c'est de savoir valoriser, n'est-ce pas, leur art, leur travail.
Représentant la ministre de la Culture et de la Francophonie, la directrice de l'industrie du livre et de la promotion de la lecture félicite l'auteur pour cette production livresque, riche en enseignements. C'est un message fort pour que les jeunes générations s'inspirent de ce qui a déjà été fait en la personne de M. Cissa Moïse. Nous sommes heureux, c'est un nouvel élément qui est sur le marché. Nous souhaitons bon vent au livre de M. Cissa Moïse. L'Odyssée fait désormais partie des œuvres disponibles au Centre de documentation et d'information de l'INSAC. Les étudiants feront aussi de ce bel exemple de réussite un repère pour la réalisation de leurs rêves. Place maintenant à cette journée de retrouvailles de la diaspora togolaise en Côte d'Ivoire. C'était le week-end dernier à la place Inch'Allah de Koumassi, une journée qui visait à célébrer la culture togolaise et à l'occasion, les Togolais d'Abidjan, les Togolais de Côte d'Ivoire ont invité d'autres cultures à leur fête. Mariam Sangaré et Sephora Zegui, reportage. La culture togolaise au centre d'un rassemblement de la diaspora togolaise en Côte d'Ivoire. Danse, tenue d'apparat, exposition d'œuvres d'art pour montrer la diversité de leur culture au peuple ami vivant en Côte d'Ivoire. Au Togo, la musique est intrinsèquement liée aux danses traditionnelles qui reflètent des valeurs, les vécus et les pratiques des différentes ethnies qui composent le pays. Il est donc important de préserver sa culture, même en étant hors de son pays. La diaspora togolaise en terre ivoirienne ne veut pas s'en éloigner. C'est juste pour, en tout cas, promouvoir nos valeurs ancestrales, nos us et coutumes, pour ne pas que nos enfants qui sont nés à l'extérieur puissent oublier les racines où ils sont quittés, de pouvoir concilier nos enfants avec nos traditions. Pour cette première édition, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso étaient les pays hôtes. Au Rwanda, coup lancé pour la période électorale. Le dépôt des candidatures pour les législatives et la présidentielle est ouvert depuis hier vendredi et jusqu'au 30 mai à la commission électorale. Dès vendredi matin, le chef de l'État, Paul Kagame, investi par son parti, est lui-même venu déposer son dossier de candidature à sa réélection. C'est le premier candidat à déposer officiellement donc son dossier ce vendredi pour la présidentielle du 15 juillet prochain. Le chef de l'État, Paul Kagame, président depuis 2000, brigue un 4e mandat. Les autres candidats ont encore jusqu'au 30 mai pour déposer leur dossier devant la commission électorale. La liste définitive devant être rendue publique le 14 juin. Merci de votre attention. Merci surtout de votre confiance et à demain, 13h, pour le grand journal du dimanche.